Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est son rôle préféré. Emmanuel Macron, en chef de la majorité et animateur de séminaire. Le président est monté en première ligne hier pour mener la bataille des législatives. Une demi-heure de discours, seul sur la scène des docks d'Aubervilliers, près de Paris. Autour de lui, les 500 candidats investis par La République En Marche pour les législatives. Opération Cohésion menée tambour battant. Reportage Arthur Delaborde. Vous n'avez qu'un devoir et une responsabilité, aller partout pour convaincre et mobiliser, a expliqué Emmanuel Macron aux candidats de la majorité pour les législatives. Il n'y a aucun territoire perdu, aucun gagné, a-t-il insisté. Dans l'attente de la nomination de son Premier ministre, c'est donc le président qui se pose lui-même en chef de la majorité, d'autant qu'il se murmure qu'il aurait validé personnellement les investitures circonscription par circonscription. Un fantasme, expliquent les membres de sa garde rapprochée, comme le patron de La République En Marche qui deviendra bientôt Renaissance, Stanislas Guerini. J'entends parfois qu'il aurait validé chaque ligne d'investiture, etc. Je pense qu'il ne faut pas vivre avec ces fantasmes-là. Mais en revanche, que le président de la République puisse s'intéresser à sa future majorité, pardon, mais je crois que je vous ferais de la langue de bois si je ne vous disais pas que c'est normal. C'est celle qui va lui permettre d'avancer et d'agir. Avancer et agir pour porter le seul projet de clarté, a également expliqué Emmanuel Macron, face à l'extrême droite, synonyme à ses yeux d'exclusion, et à l'extrême gauche, incarnant selon lui le communautarisme. Un reportage au dock d'Aubervilliers, Arthur Delaborde. À gauche, la France Insoumise publie une première liste de 324 candidats sous l'étiquette NUPES, sans le controversé Tahabouaf. Oui, Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui se rêve Premier ministre, n'a toujours pas tranché la question de sa candidature dans les Bouches-du-Rhône. Cette liste de 324 noms sera complétée dans les prochains jours. Et pendant ce temps, le gouvernement se prépare à passer la main. Certains n'avaient d'ailleurs pas attendu pour ranger leurs affaires. Conseil des ministres aujourd'hui à Matignon, le dernier de l'ère Castex. Tous les signaux vont dans ce sens, confie un conseiller de l'exécutif. L'ordre du jour n'en sera pas moins chargé avec la présentation d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Europe 1, il est 7h03. C'est une affaire qui secoue la police. Information Europe 1, le prestigieux concours de commissaires entaché de fraude. On parle du concours d'entrée à l'école des commissaires de police, sans doute l'un des plus difficiles de la fonction publique. L'IGPN, la police des polices, est sur l'affaire. On soupçonne une série de tricheries. Une enquête a d'ailleurs été ouverte, William Molinier. Oui, l'IGPN a perquisitionné hier les locaux de la Direction Générale de la Police Nationale, bâtiment mitoyen de la place Beauvau. Selon nos informations, les bureaux de 2 policiers sont au cœur des investigations, celui d'une officier commandante. Elle travaille à la direction juridique du cabinet de Frédéric Vaux, le patron de la police nationale. Cette policière, anciennement avocate et dont le mari est commissaire général à la préfecture de police, est soupçonnée d'avoir fraudé au concours de commissaire par la voie d'accès professionnel, et ce, avec la complicité du président du jury qui occupe lui aussi un poste important de conseiller aux côtés du patron de la police nationale. Il s'agit de Frédéric Dupuche, un inspecteur général haut fonctionnaire, suspecté donc de lui avoir transmis des renseignements sur les épreuves écrites du concours. Selon nos informations, la police des polices est remontée jusqu'au protagoniste grâce à des écoutes dans une autre affaire, et donc une enquête sur cette collusion supposée a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Paris. Les épreuves de ce concours, qui concernent une quinzaine d'admis chaque année, ont été provisoirement suspendues, mais pas celles de 2 autres concours d'entrée, internes et externes, qui pour l'heure en tout cas ne sont pas concernés par les investigations. Révélation, William Molinier du service police-justice d'Europe 1. À la page économie, face à l'effondrement des ventes de voitures neuves, les constructeurs cherchent la parade et changent même de stratégie. C'est le cas de Renault. Un chiffre déjà, les ventes ont encore chuté de plus de 22% en avril. L'automobile en passe de devenir un produit de luxe que l'on s'offre sur le tard. 57 ans, c'est l'âge moyen de l'acheteur. 2 solutions pour les constructeurs: monter en gamme, c'est-à-dire vendre moins mais plus cher, ou développer une offre de service autour de la voiture. Et c'est le choix de Renault, Carole Ferry. Oui, et c'est la botte secrète sur laquelle mise Renault pour redresser ses comptes, avec l'objectif d'une croissance à 2 chiffres sur ce secteur d'ici 2027. L'idée, c'est d'avoir des voitures adaptées à chaque usage. Renault va lancer par exemple l'an prochain la Duo pour de la location de voitures à partager. Facile à nettoyer, facile à réparer, suffisamment étroite pour en garer 3 sur une place de parking traditionnelle. Et avec ça, Renault va vendre le contrat de location, l'assurance, la maintenance, la recharge électrique, bref, tous les services
services qui vont avec. Dès la rentrée, la marque aux losanges va proposer le même concept, mais avec des véhicules adaptés aux taxis et aux VTC. Et puis dernière cible, la livraison du dernier kilomètre, le nouveau casse-tête de la distribution de colis. En 2026, Renault devrait proposer des véhicules connectés qui pourront recalculer par exemple l'itinéraire le plus efficace quand un client est absent. À chaque fin de location de longue durée, le groupe pourra remettre les véhicules à neuf dans ses usines, ce qui permet d'être très rentable. Une activité qui a pour objectif de représenter 20% du chiffre d'affaires de Renault d'ici 2030. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Dans la tête de Vladimir Poutine, le renseignement américain réfléchit au coup d'après que pourrait préparer le chef du Kremlin après le Donbass. Il viserait d'autres conquêtes en Europe. La Transnistrie, enclave séparatiste pro-russe de Moldavie, est dans son viseur. La patronne de la CIA en est convaincue. Avril Haines a adressé la liste des objectifs de Vladimir Poutine et celui-ci en est un. Les objectifs à court terme de la Russie sont de capturer les régions de Donetsk et Luhansk, d'en faire une zone tampon, d'encercler les forces ukrainiennes à l'ouest du Donbass depuis le nord et le sud, de consolider le contrôle sur la bande de terre qui relie la Crimée au Donbass, d'occuper la ville de Kherson. Et nous avons également des indications selon lesquelles l'armée russe veut étendre cette bande de terre jusqu'à la Transnistrie. Bien que l'armée russe est capable d'atteindre la plupart de ses objectifs dans les mois à venir, nous pensons qu'elle ne sera pas en mesure d'étendre le contrôle sur cette bande de terre qui inclurait Odessa et la Transnistrie sans une mobilisation de ses réservistes. Et il est de plus en plus improbable que l'armée russe soit en mesure de contrôler les deux régions et la zone tampon souhaitée dans les semaines à venir. Propos recueillis par notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. Et on en parlera tout à l'heure à 8h13 avec l'invité de Sonia Mabrouk. Le football pour terminer, c'était dans l'air du temps depuis un petit moment. La Ligue des Champions va changer de formule. Bon, pas tout de suite, c'est en 2024. Les réformes adoptées par l'UEFA. Concrètement, Cyril de la Morinerie, qu'est-ce que ça va changer ? Oui, avec cette réforme, il y aura 64 matchs de plus de Ligue des Champions par saison. Fini la phase de groupe. À la place, un mini-championnat en 8 journées avec 36 formations engagées au lieu de 32 actuellement. Les 8 premières équipes se qualifieront directement pour les 8e de finale. Celles qui se classeront de la 9e à la 24e place passeront par des barrages. Les autres seront éliminées. Les rencontres continueront de se dérouler en milieu de semaine. La France n'est pas oubliée. Dès 2024, 3 clubs français seront directement qualifiés en Ligue des Champions au lieu de 2 actuellement. Enfin, 2 places additionnelles seront attribuées aux 2 meilleures nations européennes sur la saison précédente. Dans un communiqué, le président de l'UEFA se félicite d'avoir trouvé un consensus. La formule choisie est harmonieuse et va augmenter l'attrait et la popularité de nos compétitions, explique Alexander Seferin. Avec cette réforme, l'UEFA espère couper définitivement l'herbe sous le pied au club mutin qui avait il y a un an présenté un projet controversé de Super League. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant sur